J'étais à un entretien avec 14 candidats. Clairement, c'était une équipe de foot contre moi. J'avais l'impression d'avoir le PSG Prime en face de moi. Il y en a même une qui a essayé de me descendre devant tout le monde. Spoiler alert, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir un peu en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à travailler vers mes 20 ans. Et honnêtement, j'ai tout fait. J'ai commencé par employé de rayon, puis vendeur, cuisiniste, téléconseiller. En gros, j'ai tout fait, sauf astronaute. Mais avec le temps, j'ai compris un truc. Ce que j'aimais vraiment, au fond de moi, c'était conseiller les gens, les aider, trouver des solutions. Et là, je me suis dit, pourquoi pas devenir banquier? Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça sonnait vraiment comme le rêve d'une vie. En fait, je me voyais déjà dans le loup de Wall Street. Petit costume cravate, téléphone en mode business. Et un jour, je reçois un appel. Une banque! J'avais presque l'impression que c'était Noël. Bref, l'entretien se passe super bien. Je vends, je parle, je suis dedans. En fait, j'étais rentré dans la zone. Non, vraiment, j'étais chaud. Que des 3 points. Mais il y avait un problème. J'étais en CDD. Et en France, quand tu quittes un travail, tu joues un peu à la roulette russe. Et moi, j'étais pas du tout prêt à jouer ma vie sur un pile ou face. Donc, évidemment que je refuse. Et quelques semaines plus tard, je vois l'annonce réapparaître. À ce moment-là, j'ai compris. C'était peut-être là ma dernière chance de réussir et d'obtenir le poste de mes rêves. Je me rends donc à l'entretien, roulant tranquillement avec mon bolide. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a quasiment aucune place. Finalement, une place se libère. Je m'apprête à me garer. Et là, quoi ? Une femme apparaît et me pique la place. Je suis un gentleman, mais là, à ce moment-là, j'étais en train de la maudire. Bref, j'avais plus le temps de m'embrouiller, il fallait que je trouve une place. Finalement, j'ai réussi à trouver une place 1 minute après, par chance. J'arrive sur place et on est 14. C'est exactement là où j'ai compris que ce n'était pas un entretien. C'était les Hunger Games. Il y avait des gens qui étaient hyper confiants. Tu sentais qu'ils avaient déjà bossé en banque. Et d'autres, ils voulaient tout simplement disparaître. Premier exercice, vendre au téléphone. Logique, c'est une banque à distance. La voix, c'est tout. Deuxième exercice, vendre son camarade. Et là, je tombe sur quelqu'un qui ne me donnait rien. Franchement, j'aurais pu mieux vendre une chaise. Donc finalement, j'improvise. Je parle de son amour pour le basket, des croisés qu'il a pu se faire, de son combat pour revenir au niveau, de sa reconversion en tant qu'entraîneur pour aider les jeunes. À ce moment-là, j'étais devenu scénariste Netflix. Et à la fin, applaudissements de toute la salle. Et là, je me suis dit, c'est bon, je suis dedans. Mais il y en a un candidat qui a décidé de me descendre. Ce candidat avait oublié un point. Le but, c'était de me vendre, pas de m'enterrer. Tu te souviens de celle qui m'avait pris ma place? Oui, tu sais, ma place de parking. T'arrives à suivre? Oui, c'est bien elle qui a essayé de me descendre devant tout le monde. À ce moment-là, j'avais la voix de Booba. M'attaquer, vous n'auriez jamais dû. Là, j'ai compris que le karma allait travailler sur son dos. Bref, on reviendra dessus tout à l'heure. Pour le 3e exercice, j'ai été carrément surpris. Je m'y attendais pas du tout. On m'a dit qu'il fallait que je m'abonne à Crazy Story KR. Je n'ai pas trop compris le rapport avec la banque, mais comme je voulais vraiment ce poste, je me suis abonné. Donc si jamais vous voulez réussir vos entretiens, abonnez-vous aussi. On ne sait jamais. Après avoir brillamment réussi les 3 premiers exercices, on a été reçus individuellement pour nous dire si c'était oui pour un entretien individuel. Sans surprise, on m'a proposé un entretien individuel. J'étais heureux. Le problème, c'était que c'était dans l'après-midi. Et moi, j'étais encore en contrat. Il me restait 1 semaine. J'ai dû trouver une solution. Est-ce que tu arrives à percevoir la solution? Oui, j'ai appelé mon médecin, évidemment. Avec un justificatif en bonne et due forme, je l'ai apporté à ma société, du moins je l'ai envoyé par mail. Ah oui, et pour en revenir à la candidate qui m'avait piqué ma place, elle n'a pas été retenue. Et je sais, vous êtes tous surpris. Enfin, pour le 4e et dernier exercice, j'arrive à l'entretien. Je me retrouve face à une directrice d'agence et à un ancien directeur ayant de l'expérience dans le patrimoine. Autant dire que j'avais 2 gros bonnets devant moi. Je me laisse pas démonter. J'avais révisé tous les produits liés à la banque. Et autant dire que je maîtrisais mon karaté. Et là, la fameuse question. Mais pourquoi nous? Bon, je vous cache pas, dans ma tête, c'était plutôt en mode, bon, j'ai envie de remplir mon frigo, j'ai envie de payer mon loyer, j'ai envie de manger. Et là, je sors la masterclass. Vous savez, la banque pour moi, c'est comme une famille. Ma famille et moi sommes dans votre banque depuis le début. Ici, les conseillers sont à l'écoute. Entre parenthèses, j'ai changé plus de conseillers que de chaussettes sur le modèle. Mais ça, je vais pas le dire. Bref, l'entretien touche à sa fin. De ce que je voyais, ma prestation avait plu. J'étais déjà en train de célébrer. Quelques jours plus tard, je reçois un appel. C'est la banque qui me rappelle. Et là, il se passe une chose incroyable. J'aurais jamais cru qu'il aurait pu se passer un truc pareil.
Quelques jours après cet entretien, je reçois un appel, un numéro inconnu. Et cet appel va littéralement changer ma vie. Mais pas forcément de la manière dont je l'imaginais. Je décroche donc rapidement mon téléphone. Oui, allô, monsieur K? Oui, bonjour, vous êtes? Oui, bonjour, je suis la chargée de recrutement de la banque A. À ce moment-là, dans ma tête, c'était clairement le fire. Et là, elle me dit mot pour mot, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes recruté. Et elle enchaîne en me disant vous commencez mardi. À ce moment-là, j'avais clairement envie de crier, mais je suis resté calme. Je lui réponds donc merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir, je suis impatient de commencer mardi. Alors que dans ma tête, c'était la boîte de nuit, c'était l'Espagne versus la France, c'était tout ce que tu veux. J'étais clairement dans une période de folie incroyable. Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais parce que c'était 7 ans de travail, 7 ans d'effort, 7 ans à chercher ma place et là, j'y étais enfin. Sans transition, je vais au travail avec un sourire d'enfer que je n'arrivais même pas à cacher. Et en fait, même si je le voulais, ça se serait vu quand même. Nota bene, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce travail, je faisais beaucoup de ventes. Mais genre, vraiment beaucoup. Tu vas me dire, non mais t'étais un forceur. Eh ben non. Toutes mes ventes, c'était pas pour forcer. Seulement quand c'était logique. Et les résultats étaient plutôt bons. Toi, quand t'entends bon, tu penses à quel chiffre? Nous, on était sur 300% par rapport à toute l'équipe. Franchement, avec un peu de recul, je me dis que j'aurais dû peut-être dire aux clients, si vous êtes satisfait, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Parce qu'apparemment, ça marche aussi comme ça. On arrive au moment où je dois clairement annoncer au directeur que je vais changer. Non, pas comme les DS. Donc, bien sûr, je le remercie pour tout. Je lui explique que mon contrat se termine bientôt et que j'ai reçu une offre pour un CD. Donc, in fine, je ne vais pas pouvoir prolonger la période d'intérim. Et là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il devient tout rouge. Mais quand je dis rouge, est-ce que tu vois une tomate? Il était bien pire, c'est simple, j'avais l'impression qu'il était sorti du potager. Et là, la situation, elle commence à monter crescendo. Le directeur me dit, ah bon? Vous partez? Moi, à ce moment-là, calmement, je lui dis, oui. Et là, il enchaîne, c'est quelle entreprise? À ce moment-là, je temporise dans ma tête et je me dis, si je lui dis où je vais, ça peut être une très mauvaise idée. Je lui réponds donc sans rentrer dans les détails, c'est dans le secteur bancaire. Et là, il me répond, oui, mais quelle banque? C'est simple, à ce moment-là, j'ai marqué un silence. Telle image, le silence était tellement fort, on se serait cru littéralement dans une cathédrale. Bref, je reste calme, je temporise le jeu. Un peu comme Iniesta Prime. En vrai, à ce moment-là, je sens que ça peut mal tourner. Mais il y a vraiment un truc qui était carrément étrange. En vrai, j'avais vraiment l'impression que je l'avais trahi d'une certaine manière. Un peu comme si on était en couple et que j'étais parti voir ailleurs. Alors que moi, je voulais juste vivre mon rêve. À ce moment-là, je me suis dit, je vais mettre fin à la conversation et retourner au travail. Et là, tu dois te dire, mais quel faillot! Eh bien non, c'était purement stratégique. Il fallait que je m'évade comme Michael Scofield. Donc, je retourne travailler, je continue, mais dans ma tête, tout a changé. Parce qu'au fond, je savais qu'une nouvelle étape allait commencer. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette nouvelle étape allait être beaucoup plus difficile que prévu. Et surtout, je n'étais vraiment pas prêt pour ce qui allait se passer lors de mon premier jour au travail. Le jour de mon entretien arrive enfin. J'étais prêt. Costume, cravate, chaussures impeccables. Mais surtout, j'étais fier de mon parcours. Et ce jour-là, je ne savais pas encore, mais tout allait changer. Je me rappelle très bien de ce matin. Je m'étais levé et ma femme m'a regardé avec un regard que je n'oublierai jamais. Je vois quelque chose dans ses yeux, de la vérité. Elle était fière de moi. Après tout, on avait évolué ensemble, on en avait vu des vertes et des pas mûres. Entre les galères, les changements de boulot, les doutes. Et là, elle me voit en costume. Je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit, ça y est. Et moi aussi, je me suis dit, ça y est. Nous y sommes. Je suis en place. Je vais pouvoir avancer et je vais enfin pouvoir sécuriser ma famille. Et ça, c'est vraiment un sentiment incroyable. Donc, j'arrive à la banque, je découvre les locaux, je rencontre enfin les collègues, des personnes qui sont là depuis longtemps, des piliers. Je rencontre aussi les responsables et on nous explique une chose. Sur les 14 candidats, il n'en reste plus que 4. 4 à avoir été pris. Et là, ils nous rajoutent, vous allez être formés ensemble. Mais en réalité, on allait être comparés.
On va être honnête. Comparer sur les chiffres, comparer sur le comportement, comparer sur absolument tout. Un peu comme quand tu rentres dans un Micromania et que tu cherches le meilleur jeu en les testant. On nous dirige donc dans la salle de contrôle. Retenez bien le mot contrôle. Quand on arrive, il y a un tableau avec des chiffres, des objectifs et des résultats. Et là, tu comprends. Tu comprends que tout est millimétré. Et il faut savoir que c'était une banque à distance. Donc, un centre d'appel. Et qui dit centre d'appel dit appel entrant et appel sortant. Et surtout, un rythme très intense. Tout était réglé comme une horloge, mais pas forcément humain. Le travail était robotique, rapide et constant. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas encore ça. Moi, j'étais clairement dans l'euphorie du moment. Vraiment, je faisais mes ventes, je parlais avec les clients, je trouvais des solutions et je me disais, regardez ça. J'ai réussi à vendre ça. Le client n'était pas chaud et finalement, j'ai réussi à trouver une faille. Et finalement, c'était en plus utile pour le client. Je commence donc à avoir des retours, j'ai des félicitations, des bravos, des encouragements, pas seulement de la part de mes collègues, mais de la part de mes formatrices, des responsables, des clients. Mais on va pas se mentir, c'était surtout de la part des responsables. Parce que quand tu fais du chiffre, tout le monde est content. Mais quand tu n'en fais pas, ça se passe autrement. On y reviendra. Pour en revenir, nous étions donc 4 recrues. 2 collègues avec qui ça se passait super bien, on rigolait, il y avait une bonne ambiance, de l'entraide, pas de concurrence toxique. Et ça fait du bien. Et puis, il y avait un autre collègue, on va l'appeler B. B était particulier. C'est vraiment le genre de personne qui veut absolument se mettre en avant. Pour que vous puissiez comprendre quel type de personnage c'est, un jour, il va avoir une formatrice. Et il dit, oui, j'ai montré à T comment faire. Et il a réussi sa première vente. T était un des collègues avec qui je m'entendais et qui avait commencé la formation avec nous. Le problème, c'est que ce n'était pas comme ça que ça s'était déroulé. Ah, il avait en quelque sorte un peu arrangé la réalité. On va dire ça. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs équipes. Et B et T étaient dans la même équipe. Forcément, ils étaient encore plus observés. Et petit à petit, il y a des choses qui me dérangent, son comportement, certaines paroles. Et à plusieurs reprises, j'ai dû remettre B à sa place. Je te vois venir, je l'ai fait calmement et sans agressivité. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas que ça irait plus loin. Pour moi, c'était juste un collègue qui était très spécial. Mais quelques semaines plus tard, quelque chose va se passer. Et là, la situation va complètement changer. J'ai vraiment cru que ça allait partir. Oui, j'y ai vraiment cru. C'était pas une simple dispute. C'était un véritable règlement de compte qui allait arriver. B et moi avions un problème. Et tout est parti d'un message WhatsApp. Afin que vous puissiez comprendre la situation, nous allons faire un bac dans le futur de ce moment-là, 3 mois plus tard. 3 mois se sont donc écoulés après que j'ai été recruté en banque. Tout se déroule bien, on travaille, on évolue. Et là, j'arrive chez moi et je reçois un mail me confirmant que je suis validé au bout de 3 mois de travail consécutif. J'étais heureux. Consécration. J'ai validé en 3 mois. En sachant qu'on avait été recruté et qu'ils nous avaient expliqué qu'on serait validé au bout de 6 mois et que c'était comme ça que ça fonctionnait ici. À ce moment-là, je pensais que nous 4 étions validés. J'en avais parlé au 4e collègue, on va l'appeler D, pour savoir si lui aussi avait été validé. Eh bien, finalement, non. J'ai appris qu'il n'était pas validé. Et sache-le, on avait un groupe WhatsApp. Ce que je déconseille aujourd'hui, n'ayez pas de groupe WhatsApp pour le travail. C'était ma parenthèse. Reprenons. Le collègue D décide de l'annoncer sur le groupe WhatsApp où nous sommes les 4 à avoir été recrutés au même moment. Et là, le collègue B, le collègue problématique, commence. T'es sûr? T'es vraiment sûr? Comment ça se fait? À ce moment-là, bien précis, c'était plus des questions. J'ai compris que c'était une enquête interne. Je lui dis donc calmement, oui, j'ai vérifié, j'ai été validé. Mais lui, il lâche pas le steak. En vrai, on aurait dit un pitbull à l'heure du déjeuner. Et là, tu sais quoi? Il m'appelle tout le mercredi après-midi sur mon téléphone personnel. Et j'insiste sur le mot personnel plusieurs fois, en sachant que le mercredi après-midi, on ne travaillait pas. Et surtout, c'est mon moment famille. Et il le savait. Le lendemain, on se retrouve en salle de pause à 4. Et là, il m'interpelle. Du coup, c'est vrai? T'as été validé? Je lui réponds calmement. Oui, c'est vrai. Mais le garçon, il est en train de monter. C'est pas normal. Je comprends pas. Moi, je vais aller leur parler. Il parlait de la direction. Et moi, à ce moment-là, je lui dis quelque chose de simple. Si tu penses que c'est la bonne chose à faire, fais-le. C'était une erreur. J'aurais dû lui donner mon silence. Et là, il me répond, et pourquoi t'as pas répondu hier? À ce moment-là, j'avais plus de patience. Je lui ai répondu sèchement, j'avais pas envie. Je vais être honnête avec toi, ça a été tellement libérateur. À chaque fois, j'essayais de trouver la bonne façon de communiquer avec cette « je vais m'abstenir ». Et là, lui répondre de bout en bout ce que j'ai en tête, juste, j'avais pas envie, me prends pas la tête,
Ça m'a fait un bien fou. Et là, il me regarde, il me dit, t'es un... À ce moment-là, je commence à avoir le sang qui commence à me monter à la tête. Je lui dis, tu peux répéter? Et lui, il me dit, tu vas faire quoi? Et là, je vais être honnête avec toi. Dans ma tête, il s'est passé 100 scénarios en 2 secondes. Et... Je vais le démarrer, cet enculé! Et dans aucun, ça se passait bien. Du coup, à ce moment-là, je me lève. Je lui dis, je crois que t'as pas compris. Et là, tu as T, mon collègue, qui arrive et qui dit, oh les gars, calmez-vous, on est en banque. Oui, apparemment, on avait oublié que nous étions en banque. Mais lui, il continue. Et T insiste, non mais ça suffit. Il continue de parler mal, en sachant que j'étais resté calme sur tout le long. Et simplement, il était en train d'abuser de ma patience. En réalité, il n'avait pas digéré le fait que j'ai été validé avant lui. Ça lui a mis un coup à son ego. Et il voulait aller jusqu'au bout de sa bêtise. Finalement, la situation se calme grâce aux collègues. Mais moi, dans ma tête, c'était terminé. Je me dis une chose, je vais prendre mes distances. Parce que ce genre de comportement, ça ne mène jamais à rien de bon. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette histoire n'était que le début. Et la suite va être encore plus compliquée. Tu te rappelles quand je t'avais dit que tout allait bien tant que je faisais du chiffre? J'ai compris quelques semaines plus tard que ça ne suffisait pas. À ce moment-là, je faisais partie des meilleurs. Top 5, parfois top 4, sur un total de 50 personnes. Donc, clairement, j'étais dans les clous. Je me sentais intouchable. Mais il y a une semaine où ça a ralenti. Pas parce que je travaillais moins, mais parce que les clients ne validaient pas les devis, les discussions, du temps que j'ai consacré. Mais sur le papier, 0 vente. Donc 0 chiffre. Et là, je reçois un mail. Vous avez une convocation à 11h dans mon bureau de la part de mon N+2, donc le responsable de ma responsable. Et là, tu sais, en vrai, que c'est jamais pour te dire « Bravo champion, continue comme ça !» Je rentre donc dans le bureau, le responsable est là, et ma responsable aussi. L'ambiance, c'est pas ouf. Vraiment, si je devais mettre une note, je mettrais un 2 sur 10 sur TripAdvisor. L'entretien commence par « ça va ?» La fameuse question quand ça ne va pas. Et puis, le cravatophile commence à me faire des reproches. Oui, le cravatophile, c'est le responsable de ma responsable, mais on va y revenir. Il commence à me dire « j'ai remarqué que tu ne passais pas beaucoup d'appels. Les chiffres ne sont pas bons cette semaine. » À ce moment-là, je suis resté très calme. Je lui dis « oui, c'est vrai, mais j'ai reçu beaucoup d'appels. » Et qui dit beaucoup d'appels entrants dit forcément moins d'appels sortants. Et là, il me répond « oui, mais tes collègues y arrivent. » Donc, je lui réponds à mon tour « oui, mais ça dépend des appels. Certains prennent plus de temps. » Mais pour lui, clairement, la réponse n'était pas suffisante. Il me dit « vous devez faire 60 appels par jour et faire du chiffre. C'est ça votre travail. » Donc, en résumé, c'est faire plus. Toujours plus. Et là, il me sort un truc que je n'oublierai jamais. Tu me fais penser au PSG. C'était tellement surréaliste et lunaire. À ce moment-là, je me suis demandé si j'étais venu pour travailler ou bien pour jouer la Ligue des Champions. Et là, il me dit, il y a des moments où vous êtes excellent et d'autres où on se demande pourquoi vous êtes là. Donc, en résumé, quand je suis bon, c'est normal. Et quand je suis moins bon, c'est un problème. Et là, il me dit, vous êtes très bon. Mais vous devez être bon tout le temps. Et là, je commence à comprendre. Ça n'a jamais été une discussion. C'était un message. Peu importe ce que tu fais, ce ne sera jamais suffisant. À la fin, pour réaliser un finishing, il me dit une phrase. Vous n'êtes pas vraiment valide. C'est 6 mois la période d'essai. Et là, je te cache pas que le doute commence à m'envahir peu à peu. Je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il me met la pression ou est-ce qu'il me prévient? Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je ne le suis pas? Et là, je dois faire un choix. Est-ce que je continue à fond ou est-ce que je dois ralentir? En sachant que ralentir, c'est prendre un risque. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Mais cette décision va tout changer. Quand on rêve de quelque chose, pendant des années, on imagine rarement que ce rêve pourrait nous détruire. Et pourtant, c'est précisément ce qui s'est passé. Après ce rendez-vous avec mon N+2, j'avais pris une décision. Continuer à travailler encore plus. C'était clairement pas pour lui, c'était pour ma famille. Parce que dans ma tête, ce métier, c'était mon avenir. Et puis, B revient. Le responsable décide de le mettre dans mon équipe. Est-ce que tu réalises? En vrai, pour lui, ça devait être sans doute marrant. Mais pour l'image, c'est comme mettre Messi, Neymar et Mbappé dans le même club. Au final, il n'y a pas de trophée. Mais surtout, le pire, c'est qu'il sait pertinemment ce qui s'est passé entre lui et moi. Mais bon, il devait trouver ça divertissant. Tel un roi, avec ses bouffons. Les
deux meilleurs vendeurs dans la même équipe, même s'ils se supportent pas. Le mec était clairement là avec ses popcorn en train de regarder sa série Netflix. Donc je continue, je travaille, je fais mes chiffres, mais mentalement ça commence à devenir très très lourd. Parce que travailler avec quelqu'un avec qui ça se passe mal, ça épuise. Et tu sais quoi, le pire, c'est que beaucoup de collègues n'osaient rien lui dire par rapport à son comportement qui était problématique. Moi, j'étais l'un des seuls à lui répondre. Et forcément, ça crée des tensions. Un jour, une responsable me dit quelque chose. Je comprends ce que tu ressens avec B. Et là, je comprends que je ne suis pas fou. Elle aussi, elle avait vu son comportement. Et honnêtement, ça m'a presque rassuré. Mais malgré ça, je continue. Toujours plus de ventes, toujours plus d'énergie, jusqu'au jour où mon corps a dit tout simplement stop. T'arrêtes maintenant. Je me rappellerai toujours de ce matin. Je me lève et j'ai une tête décomposée. Genre The Walking Dead, saison 4, avec les meilleurs zombies. Mal de tête, fatigue, je n'ai aucune énergie. Mais j'y vais quand même. Et là, une responsable me regarde. Ça va? Je réponds, pas vraiment, mais ça va passer. C'est un peu la phrase typique. Et elle me dit, franchement, tu devrais rentrer chez toi. Finalement, je rentre. Et le lendemain, toujours pareil, à mon réveil. Et là, pour la première fois, je m'arrête. Je prends donc quelques jours. Puis mes vacances arrivent. Et plus les jours passent, plus je me sens mal. Plus je pense au retour. Et le jour où je devais reprendre, je n'y arrive pas. Autant physiquement et psychologiquement, je ne peux pas. Et ça a duré 6 mois. 6 mois sans pouvoir retourner travailler ou même entendre le nom de mon entreprise, même en regardant une publicité par rapport à mon entreprise, même mettre les pieds dans une autre agence qui n'était même pas la mienne, c'était hors de question. Ce métier était clairement le métier de mes rêves. Et c'est aussi là que j'ai compris quelque chose. Parfois, on idéalise un métier, une situation, une vie, mais ce qui nous fait rêver peut aussi nous détruire. Et ça, je ne l'avais jamais compris avant. Aujourd'hui, je vais mieux. Mais cette expérience m'a changé. Et honnêtement, cette histoire peut aider, ne serait-ce qu'une personne, alors ça en valait clairement la peine. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut tout sacrifier pour ses rêves? Ou est-ce qu'au contraire, la paix mentale est plus importante? Dis-moi tout en commentaire. Et puis, merci d'avoir suivi cette histoire. Prends soin de toi. Goodbye.